qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Dedans c'est dur, dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr. Le SS et le Mirador me le gâchaient l'ont vu. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir. Otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure. Se fera rire, 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. J'aimerais bien que les gens qui sont ici nous donnent également leur impression, c'est-à-dire, puisque ces gens-là sont là, eh bien j'aimerais bien savoir quel effet ça vous fait d'être venu pour juger quelqu'un et finalement de vous trouver en position d'être jugé à votre tour. Qu'est-ce que ça vous fait ? Madame ? Je dis ici que quand on vient dans une cour d'assises pour condamner des gens à des peines que je qualifierais de définitives, quand on vient procéder à l'élimination de certains individus, on doit être conscient de ce qu'on fait. Non, mais enfin, ce que je veux dire, ce que je voudrais savoir, c'est le rapport que vous faites entre ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on vient tranquillement condamner les gens et puis on s'aperçoit que ça se passe pas comme ça. Hein ? Bonjour et bienvenue dans Casse-Muraille. Alors, Casse-Muraille, c'est une émission de lutte contre les prisons et notre but du jeu, c'est d'essayer de donner la parole un maximum aux personnes enfermées ou confrontées à la machine carcérale. Voilà, alors c'est une émission en différé, mais qui va être diffusée donc le 19 décembre 2025. Aujourd'hui, il y a Clara qui est dans les studios avec nous. Salut. Il y a Gaël. Oui, bonjour, salut Tim. Et il y a Nicolas, notre invité. Salut tout le monde. Voilà, du coup aujourd'hui, comme vous avez entendu, on a écouté un petit extrait mystère parce qu'on va faire une émission spéciale. C'est un jour spécial, j'en dis pas plus. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, bien sûr, dans notre région, la prise d'otages qui a débuté, vous le savez, ce matin au palais de justice de Nantes, où 3 malfaiteurs ont pris en otage une 30aine de personnes en plein procès d'assises. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un tribunal pris en otage. Le président, le procureur, l'avocat, les jurés et le public, tout ce monde braqué par 3 gangsters en plein milieu du procès. On n'avait jamais vu ça. Cela se passe à Nantes depuis la fin de la matinée et c'est une affaire exceptionnelle parce que les gangsters ont voulu se servir de la télévision comme arme de chantage. Une équipe de FR3 est donc entrée à plusieurs reprises dans le tribunal à la demande des malfaiteurs. C'était même une de leurs exigences. Tout de suite, le film de cette journée avec Hervé Brosini. Non, mais c'est Georges Courtois, en fait. J'ai reconnu. C'est aujourd'hui, c'est les 40 ans, là. Et je suis vraiment content qu'on fasse une émission là-dessus. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire, là. C'était du coup le 19 décembre 1985. Il y avait plusieurs personnes qui passaient en procès pour des braquages. Donc, il y avait, entre autres, Georges Courtois et Patrick Thiollet. Patrick Thiollet, merci Nicolas, j'étais en train de chercher le nom. Et du coup, pendant le procès, il y a quelqu'un qui est venu pour essayer de les sortir de ce mauvais pas. C'est Karim Kalki. Et du coup, il est arrivé armé dans le tribunal.
avec tout un attirail. Il avait un pistolet mitrailleur, plusieurs pistolets, des grenades. Et du coup, il avait une grenade découpillée dans la main qui menaçait de jeter et de faire exploser avec tous les gens autour. Et en fait, c'était il y a 40 ans, c'était à Nantes, donc on avait envie de faire l'émission là-dessus aujourd'hui. C'est une date d'anniversaire et donc on avait envie un peu que cette date, ça devienne une date à laquelle on fait un hommage à cet acte de bravoure que 3 camarades ont mené il y a 40 ans finalement. Et par rapport à la présentation faite par le journal télé qui parle de malfaiteurs, on pourrait retourner le truc en disant qu'en fait, c'est des bienfaiteurs de l'imaginaire sur le défi des juges, puisque la plupart des gens qui passent devant les juges, il faut se faire tout petit, il faut admettre tous les codes et tout ça. Lui, il casse les codes, il inverse les trucs et il remet un peu de dignité à tous les gens qui sont la chair à canon de cette machine judiciaire. Ouais. Oui, ça fait penser à ce que les anarchistes appelaient à un moment les procès en rupture. C'est d'aller au tribunal pour faire le procès de la justice. Ça fait penser aussi au procès que vous avez été voir là, de Kyolo, qui avait aussi... je ne sais pas si les comparaisons marchent, parce que lui, il n'avait pas pris le tribunal en otage, mais il n'avait pas cherché vraiment à se défendre par rapport aux faits qui lui étaient reprochés, mais plutôt... à exprimer tout le mal qu'il pensait de la prison et du système qui était autour, quoi. Carrément. Et d'ailleurs, tu parlais de la défense de rupture. Il me semble que c'est une pratique de défense qui vient surtout des poseurs et poseuses de bombes pendant la guerre d'Algérie. Ah oui. Tout à fait. Et donc là, ce qui s'est passé ce jour-là, ils ont pris en otage... en fait, je commence à raconter, mais peut-être Nicolas, toi, tu veux raconter parce que tu me disais, t'es passé sur la place au moment... Oui, j'étais dehors, mais ce qui exprime l'idée que c'était comme un show et que c'était voulu comme ça par Georges Courtois et Karim Kalki et Patrick Thiollet. Et que effectivement ça a plutôt bien marché dans le sens où il y avait un sens du spectacle, une espèce de mise en scène, mais qui n'était pas la mise en scène habituelle de ces audiences, qui est quand même très... il y a les dominants et les dominés. Et là, il dit on reprend les rênes, ce qui fait que une des images qui avait fait le tour du monde quand il sort sur la place... Et il est menotté avec Bayache, qui est le président du tribunal, donc qui est un magistrat, peu importe son nom en fait, mais l'ensemble de la justice après s'en est souvenu comme une humiliation collective. Et donc à chaque fois que Georges Courtois est repassé devant eux, il a payé ça. Au-delà des faits qu'on lui reprochait, à chaque fois, il y avait un espèce de retour de vengeance des magistrats en disant « Toi, tu as fait un truc mais qui dépasse le code pénal, le délit. En fait, tu nous as humiliés, nous, magistrats, parce qu'il y a un esprit de corps corporatiste, etc. » Et donc, il y a eu ça aussi qui était en jeu dans ce qui se passait sur la place à l'intérieur, le fait de faire venir les journalistes pour s'en servir comme une tribune. Il y avait tout cet enjeu-là, quoi. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Justement, et en plus, comme il a fait venir les journalistes, en fait, il se trouve qu'on a vraiment des traces. Ça a été filmé, ça a été enregistré. On sait, en fait, on a... J'ai l'impression que maintenant, souvent, les prises d'otages, ça se passe quand même loin de nous, à des endroits où on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on n'a pas toujours tout le déroulé des choses. Et là, c'est passé à la télévision. On peut même écouter les mots même de Georges Courtois, là, qui a fait plusieurs grandes déclarations devant la radio. Et devant France 3, je crois, c'était les caméras de France 3. Devant la radio, c'était France 3, c'était la télé. Mais là, aujourd'hui, ça va être à la radio. On l'écoute tout de suite. Si du mal doit être fait à quelqu'un, si quelqu'un doit être exécuté 2, 3, 4, 5 ou qu'on doit faire sauter les grenades, soyez bien persuadés que vous le devrez uniquement aux forces de l'ordre. La moindre tentative d'intervention de la police sera suivie d'une sanction immédiate dans la seconde qui suit. J'attire votre attention sur ce gendarme. Quand ça tire une balle dans la tête de quelqu'un,
il ne reste plus que les épaules. La tête s'en va, hein? Bien. C'est avec ça que la police tire sur les gangsters. C'est avec ce gendarme qu'on a exécuté Jacques Messrine. Hein? Par conséquent, notre but essentiel est de nous en aller, monsieur Varin. Je m'excuse, mais votre compagnie ne m'est pas vraiment désagréable, mais je suis obligé de partir. Vous comprenez bien ça? Et nous partirons à partir du moment où on nous laissera partir. Mais attention, la sortie, ça va être chaud, hein. Alors, je dis ici, devant ce monsieur, que notre but n'est pas de faire du mal à qui que ce soit, y compris vous, monsieur le président, y compris le procureur de la République. Hein? Notre but, il est simple. On est ici, on est prisonnier. On est pris en otage, comme vous l'êtes, c'est-à-dire sous les 357 de la police, etc. Vous connaissez la position de la police en ce moment? Ça ne m'intéresse pas, mais je vais donner tout à l'heure les directives pour que ces gens-là s'installent dans des conditions qui seront assez pratiques pour eux, compte tenu de leur talent éventuel de tireur et l'armement dont ils disposent. Je suppose qu'on va nous envoyer des gens dits compétents plutôt que les intervenants du quartier qui sont vraiment nuls. Alors nous allons tout à l'heure à savoir que la cellule antiterroriste ou la brigade anti-gang d'un tel est arrivée ici. Ça sera très intéressant et très instructif. Je donnerai à ce moment-là les consignes aux responsables de ces individus d'avoir à se placer comme nous l'entendons. Si vous permettez, il y a quand même actuellement 20 otages ici et un certain nombre d'exigences qu'attendent les forces de police à l'extérieur et qui n'ont pas encore été données. Est-ce que vous allez leur faire savoir un certain nombre de choses dans les minutes qui viennent? Eh bien, pour ce qui concerne les étudiantes qui sont ici, ce que j'allais vous dire. Chaque chose en son temps. Ce sont des personnes, bien entendu, auxquelles j'ai exposé qu'elles ne risquaient rien. C'est-à-dire que si sanction doit être prise, elle ne sera en aucun cas prise contre ces gens, ces jeunes filles et ce jeune homme ici présent. Alors j'espère que la police saura obéir, monsieur le préfet, à toute autorité. Très bien. Les exigences vont être formulées dans cette affaire. J'entends qu'elles soient exigées dans le temps que j'impartirai. Je possède une montre chronomètre qui sera mise en marche à la minute même que j'aurai fixée pour l'expiration de l'ultimatum. Si cette exigence n'a pas été formulée, un individu sera exécuté ici. Par conséquent, il est inutile de penser que cette affaire-là va se terminer par une reddition pure et simple. Il c'est hors de question. Voilà. D'autant plus que vous comprenez bien que maintenant, c'est plus 20 ans. C'est 40 ans de prison, quoi. Hein? Alors, 20 non, 40 certainement pas, encore moins. Nous sommes des gens qui ne reculons jamais. Il faut bien se dire ça. Pour ma part, et pour celle de monsieur Thiollet, j'encourrais aujourd'hui une peine de 20 années de réclusion criminelle. Je pense qu'une peine de 18 années aurait été prononcée contre moi. Une peine de 10 années aurait été prononcée contre monsieur Thiollet. Il est hors de question que nous subissions de telles peines. En fait, l'exécution de ces peines correspond dans la réalité à notre mort sociale. Pour ma part, et pour celle de monsieur Thiollet, je préfère mourir matériellement. C'est beaucoup plus intéressant que de pourrir dans une centrale. Je les ai fréquentés, c'est vraiment pas passionnant. Il n'y a rien à voir. Donc je ne peux plus y aller. Par conséquent, je n'irai pas. Hein? Or, moi, je ne suis pas quelqu'un, ni monsieur Calqui, ni monsieur Thiollet, qui se dirige vers un coup près de guillotine. C'est du jamais vu, et ça sera toujours du jamais vu. Moi, je suis quelqu'un qui meurt avec des balles dans la tête. Ou alors qui meurt dans son lit, si la chance me sourit. En père peinard, après avoir fait ce que j'ai à faire. Vous êtes toujours à l'écoute de Casse-Muraille sur Prune, et c'était donc Georges Courtois en direct de la cour d'assises en otage à Nantes il y a 40 ans. On va beaucoup parler de Courtois parce qu'il avait une sacrée grande gueule quand même, et puis il parlait bien. Mais c'était quand même c'était collectif quoi, comme action, ce qu'ils ont mené. Et donc ils étaient 3 à s'organiser pour ça. Il y avait Patrick Triolet avec eux et Karim Kalki. Voilà.
Oui, bah, peut-être Nicolas, tu voulais, toi, tu étais un peu au courant un peu de l'histoire de comment ils s'étaient rencontrés, au moins entre Georges Courtois et puis Karim Kalki. Oui, en fait, Karim Kalki, à la différence de Courtois, n'est pas du tout un pro du braquage, ce que Georges Courtois a souvent expliqué de par son enfance et la répression qu'il a subie en maison de correction. Alors que Karim Kalki, lui, il est ouvrier, il est charpentier métallique, il a des ennuis de fric. Et il n'arrive pas à boucler les fins de mois et il va braquer petitement un bureau de poste. Il emporte 5 000 francs de l'époque, ça fait un peu plus de 1 000 €, donc c'est vraiment du petit truc et il prend 5 ans. Et quand il arrive, à la prison, il est, arabe, donc il est l'objet d'un racisme des autres détenus et un jour, un des surveillants qui connaît, Georges Courtois et qui sait qu'il est un peu écouté, qu'il a un peu et une grande gueule et de l'influence, lui dit, «Bah, écoute, va voir, là, il y a un truc qui se passe, c'est pas normal, ce mec-là, il se punissait lui-même pour aller à l'isolement, pour pas subir le racisme». Et à partir de ça, ils deviennent potes. Georges, le prend un petit peu, à part et lui dit: «Bon, ben, attends, on va arranger ça, c'est fini les tracasseries, les mecs vont plus t'emmerder». Ce qui a lieu et c'est le début d'une amitié, extrêmement forte chacun respecte l'autre, au-delà de ça et je crois qu'à un moment donné, Georges Courtois, disait, «Des mecs en tôle, qui me promettaient de faire, plein de trucs, quand ils seraient sortis, j'en ai vu des wagons». Après ils oublient un peu et je comprends, je ferais la même chose en gros, mais là, c'est pas ce qui s'est passé puisque Karim Kalki a tenu cette espèce de promesse de, venir, délivrer, ses potes et c'est ça qui a créé la prise d'otage. C'est pas arrivé parce que, c'est pas des compagnons de braquage en réalité, c'est des compagnons de cellule quoi, enfin de prison quoi. D'accord. Et du coup, Karim était sorti de prison au moment de. Il est sorti, ouais, il est sorti 19 jours avant. C'était un peu calculé. Ils avaient un peu calculé leur truc en fonction des dates de l'audience aux assises. Il braque une banque pour acheter des armes. C'est quand même le métier veut ça. Hein, il faut un peu de matériel. Et il intervient avec le petit attirail qu'on connaît dans la cour d'assises de Nantes. Ouais, même il raconte, enfin, je sais plus qui racontait ça à un moment, mais que il avait tout cet attirail sur lui et qu'il est venu en bus jusqu'au tribunal et que les autres s'inquiétaient un peu en disant mais tu avais tout ça dans le bus là, des grenades, des machins, mais t'aurais fait quoi s'il y avait eu un contrôle Et il a juste répondu ah bah s'il y avait eu un contrôle, je serais arrivé en bus au tribunal. Et du coup, tu disais leur relation, ça a continué après, donc il y a eu après la prise d'otage. Après, ils sont envoyés la prise d'otage, les magistrats leur retombent dessus évidemment et collent 20 ans à Courtois et 20 ans à Kalki. Et par toute une histoire, une péripétie très pénitentiaire, il se trouve que Georges Courtois est libéré bien avant Karim Kalki. Et Karim Kalki ne comprend pas, enfin il y a tout un imbroglio sur le fait il est marocain, donc est-ce qu'il peut retourner au Maroc ou pas, nanana. Et il y a une mobilisation qui se fait dans lequel Georges Courtois a été très actif avec la publication d'un bouquin qui était aux éditions de l'Insomnia, qui s'appelait Karim Kalki, numéro d'écrou 584K, qui est une petite brochure qui fait une tournée auprès de plein de comités de soutien en France pour faire pression et obtenir la libération de Kalki qui finit par être effective. Mais entre-temps, il a fait 2 grèves de la faim, dont une de 43 jours. Il perd 17 kilos. Il n'est pas loin de la mort. Il y avait quand même une détermination incroyable. Et puis, après, Karim Kalki, il est reparti au Maroc. Et puis, ce
ce qu'on avait appris, c'est ça, qu'il avait pris une vie normale en faisant du maraîchage tranquillement, en se faisant oublier, quoi. D'ailleurs, peut-être qu'on peut écouter une prise de son de Karim Kalki dans le tribunal au moment de la prise d'otage. C'est une grenade découpillée que par conséquent, il n'y a aucune... Je lâche et puis c'est tout. Hein. Alors écoutez, cette affaire est assez durée et ma patience, moi, personnelle, je ne parle pas de mes deux collègues, mais ma patience personnelle a des limites, croyez-moi. Et je vous jure que j'attends encore un peu et je ne prendrai la décision de personne ici. Je vais me flinguer et je vais jeter cette grenade. J'ai encore une autre ici, là. Je vais les découpiller tous. Regardez, ils sont là à côté de moi. Je préfère quand même ne pas partir tout seul, ne pas mourir tout seul. Au moins 4 personnes, ça me fait du bien. D'accord? Bon, ça a assez traîné, ça suffit. Hein, parce que ma patience personnelle a des limites. C'est tout ce que j'ai à dire, messieurs. Yeah, man. Well, hear this now. A dull man speaking. See? Listen. Je serais prête à leur faire la reggae quitte à mourir pour toi. Mon poste est en défense, j'arrête des balles pour toi. Si je donne peu d'amour aux autres, c'est que je le garde pour toi. Gardien de ton cœur comme joueur de Chelsea, c'est mon côté courtois. Je serais prête à faire la reggae quitte à mourir pour toi. Pas de ta faute ni celle des autres, que tu es tort ou pas. Mon poste est en défense, j'arrête des balles pour toi. Gardien de ton cœur comme joueur de Chelsea, c'est mon côté courtois. 200 sur le périph', j'écoute du jeu d'essai. La chicha ou le toucher, va falloir que je décide. J'pense à toi, on a vieilli, je te vois, je rajeunis. J'écoute au KLM radio, pourtant je suis nostalgique. Frais comme des huskies, on s'est évadé du chenil. Perdu dans mes souvenirs, y'a toi et moi et les perquis. Je te hais, je me contredis, petit cœur en débris. On se crache comme des pilotes, ni pour impérialistes. Je serais prête à leur faire la reggae quitte à mourir pour toi. Mon poste est en défense, j'arrête des balles pour toi. Si je donne peu d'amour aux autres, c'est que je le garde pour toi. Gardien de ton cœur comme joueur de Chelsea, c'est mon côté courtois. Je serais prête à faire la reggae quitte à mourir pour toi. Pas de ta faute ni celle des autres, que tu es tort ou pas. Mon poste est en défense, j'arrête des balles pour toi. Gardien de ton cœur comme joueur de Chelsea, c'est mon côté courtois. Mon poste est en défense, mais je suis toujours sur l'offensive. Elles étaient nombreuses autour de toi, puis j'ai fait le tri. La lance d'Athéna dans leur gueule passée, elles l'ont senti. Est-ce que je t'aime encore? Sujet sensible, je trouve plus le nord, je suis du père dans ta sauce. La craie blanche est sortie, tes ennemis peuvent prendre la peau rose. Le pouce vers le bas, je t'écommodus dans la fosse. Pour t'avoir devant moi, je mettrai le monde à dos. Les balles peuvent pleuvoir, je vais les arrêter. J'irai même contre l'humanité. Et je pense qu'à toi depuis que tu m'as piqué. Sur un nuage, je suis localisé. Les balles peuvent pleuvoir, je vais les arrêter. J'irai même contre l'humanité. Et je pense qu'à toi depuis que tu m'as piqué. Sur un nuage, je suis localisé. Faire la reggae qui est à mourir pour toi. Mon poste est en défense, j'arrête des balles pour toi. Si je donne peu d'amour aux autres, c'est que je le garde pour toi. Gardien de ton cœur comme joueur de Chelsea, c'est mon côté courtois. Je serais prête à faire la reggae quitte à mourir pour toi. Pas de ta faute ni celle des autres, que tu es tort ou pas. Mon poste est en défense, j'arrête des balles pour toi. Gardien de ton cœur comme joueur de Chelsea, c'est mon côté courtois. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Vous avez écouté Shai, Thibaut Courtois. Et donc, c'était un petit clin d'œil rapport au nom de famille et aussi à l'esprit de sacrifice qu'il y a dans le son. Et donc, pour reprendre là sur notre histoire et notre commémoration,
On avait envie aussi de vous faire écouter donc un passant, quelqu'un qui passe par là dans le tribunal et qui se fait interviewer par les journalistes et qui se trouve être un ancien co-détenu de Courtois et donc qui va donner son avis sur ce qui se passe. J'ai croisé Jo Courtois en prison ici à Nantes. À l'époque, on a fait les révoltes en 74, on était sous les toits. Comment était-il avec vous? C'était un homme très très sociable. À l'époque, ouais, très très sociable. De toute façon, il l'est toujours. Pour moi, c'est un beau personnage. C'est un mec qui est super. Mais est-ce qu'il est capable d'aller jusqu'au bout, là? Et jusqu'au bout, je le souhaite. Alors, je souhaite de tout cœur qu'il aille jusqu'au bout. Parce que s'il lâche, il me décevrait. Non, je voudrais pas qu'il descende d'un côté ou de l'autre. C'est tout. Mais là, c'est un mec, il sait qu'il va prendre 15 piges, de toute façon, on va pas lui faire de cadeaux. Et on est toujours sur Prune pour cette émission un petit peu de mémoire sur la prise d'otage qui a eu lieu à Nantes le 19 décembre, il y a 40 ans. Du coup, la prise d'otage continue dans le tribunal et les gangsters, comme ils étaient appelés à l'époque, les preneurs d'otages, réclament un quart pour partir avec tous les otages vers l'aéroport. Peut-être qu'ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs, on peut les écouter. Ce qu'il faut bien savoir également, c'est que pour ce qui me concerne personnellement, j'ai attendu 2 années, ainsi que M. Thiollet, pour pouvoir réaliser cette opération. M. Kalki, quant à lui, a attendu 5 années pour pouvoir réaliser cette opération. Par conséquent, je pense que les forces de police peuvent attendre quelques minutes, quelques heures, quoi. Enfin, disons quelques minutes. Les exigences seront donc formulées clairement, sans équivoque. Il convient pour les forces de police, il conviendrait aussi qu'ils arrêtent de téléphoner, hein. Bien. Puisque j'ai dit qu'ils n'ont pas à nous appeler, c'est nous qui les appelons. Il ne faut pas renverser les rôles quand même. Bien. Il conviendrait par conséquent, ainsi que l'a dit M. Varin, premier substitut, que les forces de police entendent avec une grande attention les exigences qui seront formulées. Il va être énoncé la fameuse exigence que nous avons formulée depuis le début de cette opération, enfin depuis quelque temps, disons, c'est-à-dire en l'occurrence qu'un car soit mis à notre disposition, un autocar. Et voilà, donc le fameux autocar. Et là, en fait, la prise d'otage, elle va se poursuivre. Elle dure 36 heures en tout. C'est-à-dire qu'ils sont restés dormir là. Ils ont demandé, je ne sais pas, parce que ce n'était pas forcément quelque chose, une exigence très importante, mais ils ont demandé à ce qu'on leur apporte de la nourriture, des cigarettes. Ils ont distribué des cigarettes aussi aux otages. Et en fait, ils sont restés là un certain nombre de temps. Et ils n'ont pas réussi à avoir l'autocar. Au final, on leur a donné une voiture. Un Renault Espace, là, je crois. Renault Espace, ah ouais. Ouais, c'était ça, tout un truc. Ouais. Et du coup, ils sont sortis du tribunal. Là, c'était le moment aussi où il y a eu des images qui ont été prises, qui ont fait le tour du monde, parce qu'effectivement, ils sont sortis menottés avec les magistrats. Ils sont montés dans la voiture. C'est le président du tribunal qui a conduit la voiture, qui les a menés jusqu'à l'aéroport. À l'aéroport, ils ont demandé à prendre un avion et il y a eu des nouvelles négociations. Ça s'est encore un peu éternisé. Évidemment, les pouvoirs publics ne voulaient pas leur donner d'avion. Et au fur et à mesure, ils ont proposé un deal. En fait, ils ont dit, OK, si vous acceptez de relâcher les otages et de vous rendre, on peut s'arranger pour laisser Kalki partir. Il aura une possibilité de partir en avion dans le pays de son choix. Et là, du coup, je pense que ça les a fait réfléchir un peu. On peut écouter Georges Courtois au moment où ils ont pris la décision du coup d'accepter ce deal avec la police. Nous avons conversé avec les policiers et que par conséquent, nous avons la conscience tranquille d'avoir exactement choisi la meilleure solution pour tous et pour chacun. Vous retournez en prison. Vous êtes, messieurs, je retourne en prison. Quant à vous, vous êtes une bande de requins qui me déplaisait particulièrement.
compte tenu de l'intervention de M. Karim Kalki dans l'enceinte de la cour d'assises, la mise en jeu de sa vie et de sa liberté, nous estimons devoir aujourd'hui échanger la nôtre contre la sienne qui nous était garantie par le ministre de l'Intérieur. Nous conclurons, messieurs, sur ce propos. C'est terminé, nous partons. On s'excuse pour la musique un peu qui est en arrière-plan. C'est qu'en fait, c'est un peu difficile d'obtenir les images d'archives. Et là, c'est des images qui ont été réutilisées dans un documentaire sur le sujet qu'on a repris. Et du coup, il y a certains moments, il y a la musique du documentaire. C'est pas un choix de notre part. On s'en serait bien passé à plein de moments. Après, ce qu'on peut remarquer, c'est la manière dont il parle, qui à la fois, c'est un gars qui aurait pu être un prolo, mais qui aurait voulu être prof de lettres, et qui a un langage extrême, des phrases vachement construites, tout en utilisant l'argot du milieu quand il faut. Mais là, quand il parle, c'est assez élaboré, et ça correspond à son amour du texte, qu'il pouvait mettre au service d'autres co-détenus en devenant le scribe pour écrire au magistrat, machin, je sais pas écrire, tiens, viens donc, on va écrire la lettre. Et puis un fantasme, il dit, si j'avais pas volé un vélo, si j'avais pas passé le début de ma vie, de mon adolescence dans une maison de correction à Bordeaux, et donc subit la prison qui produit ce qu'elle sait produire, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien d'autre à faire qu'à trouver dans les marges de la loi de quoi exister. Et ben autrement, j'aurais été sans doute prof. Il en avait toutes les capacités, le savoir et l'envie, mais bon, ça s'est pas passé comme ça puisque et il avait souvent le coutume de démarrer des procès. Il en a eu beaucoup, puisqu'il a passé quand même la moitié de sa vie en tôle, donc il y a eu pas mal d'épisodes devant des juges, en démarrant un peu provoque devant le tribunal, en disant vous, monsieur le président, là, vous avez fait l'école de la magistrature, moi j'ai fait l'école de la délinquance. Et il racontait cette histoire de famille pauvre, où il emprunte un vélo qui devient, évidemment, au regard de la loi, un délit, et qu'il le rentre le pied dans l'engrenage de la répression, maison de correction. On est dans les années 50, donc c'est extrêmement dur. Il racontait que il était à Bordeaux, donc il était ado, et les conditions de détention, c'était les punitions, c'était les pieds dans l'eau, froide, dans des cellules où des fois on pouvait pas se tenir debout, des trucs qui forment quand même le caractère, surtout à l'adolescence, qui est quand même un moment particulier. Donc c'était ça sa propre histoire, ce qui fait qu'il disait là, j'ai fait la moitié de ma vie en tôle, ça c'est normal, c'est le métier, mais il y en a qui ont fait 34 piges chez Renault, quoi. Donc moi c'était autre chose. Ouais. Donc après il jouait beaucoup de son personnage, parce que c'était sa manière d'être et de raconter sa propre histoire. Mais il y avait toujours cette rage plutôt dirigée vers les magistrats et la machine à punir que spécialement sur les conditions de détention. Peut-être parce que lui aussi, comme il était un peu respecté, on le faisait pas trop chier, je crois, en prison. Il n'a pas trop subi. Oui, on n'a pas beaucoup parlé de Patrick Thiollet là, dans cette émission, mais c'est aussi qu'il a beaucoup moins produit de discours. Déjà, pendant la prise d'otage, on n'a pas de traces qui se soient exprimées devant les caméras. Et après, par la suite, quand il y a eu du travail documentaire un peu sur cette affaire, c'est vrai que Georges Courtois a été souvent assez investi pour participer à des débats, des interviews, des choses comme ça. Et Patrick Thiollet, pas du tout en fait. Après, il a pas du tout voulu reparler de cette histoire. Et du coup, par contre, en revanche, oui, Georges Courtois est devenu un peu une icône là-dessus. Tu disais, oui, il se faisait même. Moi, je suis
pas nantais depuis aussi longtemps, donc j'avais pas ça en tête, mais il se faisait reconnaître dans le tramway. Ah bah oui, les gens le reconnaissaient et lui souriaient aussitôt. C'est une espèce de héros populaire, un truc qui va de soi, quoi. Parce qu'en plus, il a commencé à braquer des commerces, puis des châteaux, et après il devient cambrioleur, mais il a pas de sang sur les mains, il n'a jamais tué personne. Il se disait que ça pouvait arriver parce que c'est quand même tu te trimbales avec des flingues et c'est pas pour rire, mais ça lui est pas arrivé, il en était fier. Il y a des gens qui s'en foutent, ils disent bon bah, non, là, lui c'était important. Il y a une espèce d'humanité énorme, quoi. C'est un mec qui a une humanité de fou par rapport aux autres, quoi. Toi, Clara, ouais, tu disais tu l'avais vu aussi, tu l'avais croisé des fois dans des discussions, tu voulais en parler? Non. Non, bon, on n'en parle pas. Non, je voulais revenir sur le fait que pendant la prise d'otage aussi, Karim Kalki raconte que ses motivations, elles sont aussi liées à la solidarité avec les peuples opprimés, et en particulier, enfin c'est ses mots, hein, et en particulier la Palestine, et que derrière Courtois, il reprend aussi pour dire nous, c'est notre camarade, on s'est rencontrés en prison, et si on s'en sort, on va aller lutter pour ces causes-là ensemble. Alors, on ne savait pas trop si c'était du bluff ou pas pendant la prise d'otage, aussi pour montrer qu'ils étaient proches de groupes qui étaient prêts à faire péter les grenades qu'ils avaient dans les mains, ou s'il y avait une forme de sincérité aussi là-dedans. Je saurais pas dire, mais pour moi, c'était un peu, ça faisait partie de la composition des personnages pour impressionner et qu'il y avait un peu de bluff. À ma connaissance, j'avais jamais trop entendu reparler de ça. Mais après, c'est vrai qu'il était un peu contraint de porter cette histoire un peu glorieuse comme sa carte de visite. Tout le monde lui demandait ça, en fait. Tu le rencontres dans un bistrot, hop, alors on revient toujours sur ces faits-là, donc ça l'aidait pas. Et notamment, il y avait un autre truc qui l'aidait pas, c'est que le jugement après la prise d'otage en 85 lui avait fait passer une note. J'avais noté ça, je crois, le montant, c'était 1,8 million de francs, donc pour l'époque, c'est énorme, dans lequel il y avait tout détaillé, de lui faire payer le kérosène des avions du raid, le traiteur des flics, et quand il avait vu ça... quand il avait vu la note, il avait dit non, mais ça se passe pas comme ça, je veux avoir le détail. Et dans le détail, il y avait jusqu'à un ouvre-boîte à 3,40 francs, et puis les soirées discothèques du raid qui avaient coûté 2000 francs, où ils étaient allés faire la fête parce que c'était leur premier exploit et tout ça. Et ce qui donnait lieu à une espèce d'épée de Damoclès. Il disait, si je travaille, de toute façon, ça sera pris sur mon salaire. Donc, je travaille pas. Ce qui est logique. Déjà qu'il était un peu fâché avec le travail parce que son père a été tombé d'une grue, il travaille dans le bâtiment et il est mort comme ça, et ça l'a un peu dégoûté. Lui-même sortait de maison de correction, etc. Donc ça a un peu influé sur sa vie. Mais il y avait cette espèce de truc en disant mais c'est même pas la peine de travailler pour alimenter une dette toute pourrie il n'y avait pas de préjudice. Souvent, on demande aux gens d'indemniser les victimes, etc. Mais là, il n'y avait pas de victimes. C'était juste les flics qui voulaient se graisser sur son dos, quoi. Oui. Et puis, pour du coup revenir sur l'anecdote là que tu essayais de me faire raconter, c'était dans les... Tu sais, il y a les associations là, qui font du bénévolat en prison, qui ont des conventions avec l'administration pénitentiaire, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, Prison Justice 44 ou... Oui, bah, il y a plusieurs associations différentes. Ouais. Et donc elles organisent tous les ans une sorte de petit festival pour parler et discuter autour de ce qu'est la prison dans la société. Et souvent leurs intervenants, c'est des juges, des SPIP, etc. Et moi, ça m'est arrivé en effet qu'il y ait Courtois qui soit présent dans la salle et qui au bout d'un moment explose et disent mais vous parlez de trucs, vous savez même pas de quoi vous parlez en fait, c'est nos vies. Et donc il avait toujours il était âgé à l'époque, enfin je sais pas, c'était dans la quinzaine d'années qui vient de passer, je sais plus exactement quand, donc il était assez âgé et il avait toujours à cœur, oui, quand même
de pas laisser les professionnels de la justice se gargariser en fait sur ce qu'ils font de la vie des prisonniers et des repris de justice. Donc c'est quelque chose qui lui est resté à cœur, je crois. Ouais. On n'a pas dit comment ça s'est fini en fait vraiment pour eux, explicitement. Donc il y a Courtois qui dit qu'il va se rendre pour que Kalki puisse partir avec Thiollet. Et en fait, on ne sait pas comment ça s'est fini vraiment. Et en fait, c'est un marché de dupes que le commissaire Broussard, qui devient un héros, entre guillemets, après, a dealé, qui est en fait joué sur l'épuisement. Et puis, finalement, ils se font tous serrer, quoi. Et il n'y a pas d'avion, il n'y a rien n'est prévu, contrairement à ce qu'il raconte. Et après, dans ses mémoires, Broussard, il a dit « Ah non, je me suis fait avoir par le ministre de l'Intérieur, qui était Pierre Jox à l'époque. » Voilà, c'est toute une chaîne, donc c'est un peu le jeu classique. C'est pas moi j'y suis pour rien, vous savez, c'est au-dessus. Voilà. Et après ça, toi, tu as vu des contacts aussi avec Georges Courtois, parce que du coup, tu participes à la lettre à Lulu. Ouais. Et lui, il a participé aussi. Alors oui, on l'avait rencontré, ça devait être en 97, quand il sortait de sa peine de prison après la prise d'otage. Et nous, on faisait une fête avec nos lecteurs dans une boîte de nuit dont j'ai oublié le nom, un truc improbable. Et on le rencontre qui est là. Donc on fait comme dans une boîte de nuit, on se hurle des trucs à l'oreille. Et ça a été le début d'une amitié avec l'idée qui était qui connaît mieux le cirque judiciaire qu'un gars comme lui qui a passé sa vie en tôle et devant les audiences diverses et variées. Et donc, pourquoi est-ce que, on lui a dit, pourquoi est-ce que tu ferais pas chronique judiciaire? Tu vas au tribunal, tu nous racontes tout ce que tu vois avec ton point de vue et pas celui d'un journaliste, celui d'un mec qui connaît tout du décorum, du blabla, de la manière dont on impressionne les gens et du côté très théâtral. Et donc, il a fait ça plusieurs fois. On avait fait une espèce de carte de presse qui était complètement bricolée, qui montrait en entrant, parce qu'évidemment, sa tête était connue comme le loup blanc, et comme il avait affaire à des magistrats, c'était assez dur à avaler pour eux. Enfin, c'était même insupportable. Et donc, il s'est payé un petit plaisir de faire quelques chroniques pour démonter un peu la machine judiciaire et la machine à punir, avec un regard un peu acéré et beaucoup d'expérience. Donc et beaucoup d'humour aussi, c'était assez rigolo ce qu'il racontait. Donc voilà, un peu comme on l'entend dans les trucs assez ironiques, très faussement solennels, et en fait se foutant de la gueule de l'institution judiciaire, quoi. C'est les juges qui devaient être contents de le voir. Ah, ils étaient furieux, ils étaient fous furieux. Oui, d'ailleurs, j'ai parlé de la lettre à Lulu. Peut-être tu peux présenter pour les gens qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, la lettre à Lulu est un journal satirique qui paraît de temps en temps, entre 2 et 4 fois par an, et qui est né en 1995. Et après cette histoire-là, Georges Courtois a été le président de l'association éditrice. La préfecture nous avait cherché des noises et on avait dû trouver un texte comme quoi ce qu'il nous racontait pour nous impressionner en disant c'est pas possible, vous pouvez pas prendre un mec comme ça comme président, machin. Donc voilà, finalement il l'avait bien été. Super. Merci. De rien. Pour finir l'émission, on a eu une annonce à faire, à refaire parce qu'on vous en a parlé la semaine dernière déjà. Mais donc le 24 décembre arrive bientôt. Et donc comme l'année dernière, le soir du 24 décembre, on vous propose donc un méga zonzon qui sera une grande émission de dédicaces pour les prisonniers, les prisonnières, leurs proches, et qui va être audible dans pas mal d'endroits en France. Et donc, de toute façon, il y a un jingle qu'on va vous passer et dans lequel vous pourrez avoir toutes les infos.
Allô, allô. Tu m'entends? Ouais, je vous entends et vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. L'antenne est à toi. Bonsoir les détenus, je vous souhaite un bon courage. À toi, on est là et on t'aime. Ça, c'est pour mes gars sûrs avec qui je traîne dans la promenade. C'est des gars de ouf. Big up à vous, les gars. C'est une grosse pensée pour les prisonniers palestiniens et les prisonnières palestiniennes. Et aussi, dédicace à toute la bande arrivée en masse depuis la Kanaki et partie dans les quatre coins de la France. On est avec vous. Pour tous ceux qui sont enfermés, que ce soit en psychiatrie, en CRA, en prison, faut rien lâcher. Et j'ai une pensée surtout pour les mineurs. Un gros big up à vous. Zonzonde. 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 L'émission pour les prisonniers de Valence et leurs proches s'élargit pour le 24 décembre. Comme les 2 dernières années, on vous propose un méga zonzonde de fin d'année le mercredi 24 décembre de 20h à minuit. Une émission en direct pour envoyer depuis l'intérieur et depuis l'extérieur des dédicaces, des musiques, des pensées. On sera diffusé à Valence, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, Toulouse, Nantes et Saint-Nazaire, Paris, Marseille et Rennes. Ou écoutable sur le site internet de Radio Méga. 4 heures d'antenne pour les personnes enfermées et leurs proches. Pour s'apporter de la force. Pour faire du lien entre l'intérieur et l'extérieur. Pour que malgré l'isolement, des personnes ressentent notre soutien. Pour que des paroles de prisonniers-prisonnières puissent retentir dehors. Pour écouter du bon son, rire et se sentir bien ensemble. Alors si tu veux passer un message à un proche, un vocal, un lien musical ou un son avant l'émission, ou en direct, c'est sur le 07 44 17 84 13. Et tu peux aussi nous écrire à Zonzonde, Radio Méga, 40 rue Bouffier, BOUFFIER, 26 000 Valence. On nous entendra à Valence, depuis le centre pénitentiaire sur Radio Méga 99.2. À Saint-Étienne, depuis celui de la Talaudière sur Radio Audio 89.5. À Lyon, dans une partie de la maison d'arrêt de Corba, depuis le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, l'EPM de Mézieux, le centre de semi-liberté de Lyon, le Vinatier et l'ECRA Lyon-Saint-Exupéry, sur Radio Canu 102.2. À Grenoble, depuis le centre de semi-liberté de Saint-Bruno, la maison d'arrêt de Vars et l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève sur Radio Campus 90.8. À Marseille, depuis les Baumettes, l'EPM de la Valentine, une partie de la centrale d'Arles, la maison d'arrêt de Luynes, le CRA du Canet et le centre de détention de Tarascon sur Radio Galère 88.4. À Toulouse, à la maison d'arrêt de Seyss, au CRA de Cornebarieux, au centre de détention du Muret et dans l'EPM de Lavore sur Canal Sud 92.2. À Nantes, depuis le centre pénitentiaire sur Prune FM 92 FM. En région parisienne, dans les maisons d'arrêt de Versailles et de Villepinte. À la santé, dans les prisons de Fleury-Mérogis, Bois d'Arcy, Fresnes, Nanterre, Ogny-Pontoise. Et dans la centrale de Poissy, sur Radio Libertaire 89.4. Et à Rennes, depuis le centre pénitentiaire pour femmes, sur Radio Canal B 94 FM. Alors, rendez-vous sur les ondes le 24 décembre de 20h à minuit. Et d'ici là, faites passer le mot. De dédicace en dédicace, on casse l'isolement. Retrouvez toutes les informations sur le blog de la petite cuillère, Radio Canu. C'était le jingle du méga zonzonde de fin d'année. Voilà, on espère que vous allez kiffer, entendre toutes ces dédicaces et tout. Nous, en tout cas, on sera là dans les studios pour le diffuser à Nantes. Donc, il sera entendable de l'établissement pour mineurs Orvaux, du centre de détention et de la maison d'arrêt à Carquefou. On souhaite bon courage à tout le monde pour ces périodes de fin d'année, force. Et oui, et du coup, les 2 prochains vendredis, on va pas être là. Du coup, ni la semaine prochaine, le 26 décembre, ni le 2 ou le 3 janvier, le vendredi d'après. On a préparé du son de la manif en hommage à Babacar Gaye, qui a été tué par la BAC en 2015 à Rennes. Et voilà, du coup, on vous laissera écouter ces émissions et on se reverra. On viendra, nous, la première semaine de janvier, le 9 janvier, je crois. Oui, donc on ne sera pas en direct, mais il y aura bien Casse-Muraille à l'antenne. C'est ça.
Et ben en tout cas, merci beaucoup Nicolas d'être venu à cette émission. Mais merci à vous. Et puis avant de rendre l'antenne, on va traditionnellement appeler nos contacts. Oui. Donc vous pouvez nous contacter par téléphone. 07 82 98 43 59. On est joignable par courrier à Casse-Muraille chez B17 au 17 rue Paul Bellamy à Nantes. Vous pouvez nous joindre par mail aussi, c'est cassemuraille@riseup.net. À bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.